Bonjour à toutes et à tous. Nous avons proposé dans la chronique numéro 27, chronique introductive à cette série consacrée à la décroissance inéluctable, nous avons proposé une énumération de 5 idées simples, unités de base structurantes permettant de distinguer des interprétations différentes de la décroissance selon l'ordre de leur combinaison entre elles. Alors, 5 idées simples ou idées génériques dont seule la cinquième ne s'accouple avec aucune autre pour donner son interprétation finale qui est la décroissance inéluctable. Seule interprétation, seule idée simple de la décroissance qui nous paraissent recevables. Et nous allons nous en expliquer. Alors pourquoi la décroissance inéluctable, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la décroissance surviendra quoi qu'on fasse? Pourquoi cette idée est-elle pour nous la seule recevable de la décroissance? La seule vraie décroissance. Alors, faisons tout d'abord un petit peu de sémantique et voyons ce que dit de ce mot décroissance le dictionnaire. D'après le dictionnaire Larousse, c'est la décroissance une action de diminuer progressivement en intensité et en quantité. Alors, cette définition constate tout de suite qu'elle ne prend pas en compte l'origine de l'action, ce qui veut dire que la définition lexicale de la décroissance est ici celle d'une constatation objective d'un état qui décroît, quelle que soit la nature de la dynamique interne de ce processus de décroissance. Alors, faisons maintenant un petit peu d'économie et voyons ce que dit Nicolas Georgescu-Roegen, ce mathématicien et économiste dont nous avons déjà abondamment parlé dans le cadre des chroniques sur l'impasse physique, chronique numéro 3 et chronique numéro 4, dont les travaux de Nicolas Georgescu-Roegen ont abouti à la création du concept de décroissance, précisément aux alentours des années 1972. En nous référant plus précisément à son ouvrage scientifique majeur, The Entropy Law and the Economic Process, paru en 1971 et qui a été d'ailleurs résumé en 1979 dans un opuscule intitulé La décroissance. Nicolas Georgescu-Roegen montre que la décroissance du système industriel est inéluctable du fait de l'application des lois de la physique et notamment des lois de la thermodynamique, eu égard principalement à la raréfaction des ressources naturelles finies. Raréfaction non contestable à terme. Dans un autre ouvrage, Energy and Economic Myths, il dénonce également certains mythes économiques, dont celui de la production industrielle, dont celui par exemple d'une production industrielle exemptée de toute pollution. Selon Roegen, le système industriel ne peut éviter la pollution tant qu'il fonctionne. Il ne peut pas non plus éviter sa décroissance à terme. C'est tout simplement la théorie de la décroissance inéluctable. C'est celle que nous partageons, c'est celle que nous défendons, c'est celle que nous argumentons. Nous voyons que cette interprétation de la décroissance, elle est largement différente de l'idéologie que nous avons dénommée de la décroissance individualiste volontariste, issue de l'idée numéro 1 dans la liste des 5 idées simples. Idéologie qui se donne pour objectif, nous l'avons dit, de changer le mode de vie actuel, dénoncé comme étant culturellement néfaste, de le changer par un mode de vie meilleur, le remplacer par un mode de vie meilleur, qui apporterait la joie de vivre grâce à la mise en place de mesures de nature à faire diminuer volontairement le produit intérieur brut, le fameux PIB, le PIB de la collectivité, et de réduire, voire d'annuler, un certain nombre d'externalités négatives de la croissance, mais au sein d'un système capitaliste et oligocratique restant par ailleurs quasiment inchangé. Mais cette idée de décroissance inéluctable est également très différente d'une autre idée, la décroissance, l'idée décroissante qui est véhiculée par certains aimables défenseurs de l'environnement,
Nous l'avons vu. Nous avons parlé de la décroissance environnementaliste. Aimables défenseurs dont les quelques timides préconisations d'apparence décroissante n'ont pour seul objectif, nous l'avons vu également, que de rendre un peu moins invivable l'environnement d'un homo industrialis, restant pour l'essentiel dans le bain économico-politique d'un capitaliste croissanciste, restant lui aussi inchangé. Idée simple numéro 2 de notre classification. L'idée de décroissance inéluctable est également très différente de l'idée décroissante, véhiculée par ceux que nous conviendrons de nommer les imposteurs de la décroissance. Troisième idée simple dans notre nomenclature. À savoir, ceux qui développent une technique politicienne, utilisant le mot magique de décroissance en tant qu'argument de propagande permettant d'élargir la base électorale, leur base électorale, par l'apport de bulletins de vote d'un certain nombre de simili décroissants. Cette idée de décroissance inéluctable, elle est également très différente de l'idée décroissante véhiculée par les promoteurs du capitalisme vert. Le capitalisme vert, qu'est-ce que c'est? C'est une branche spécifique, nous l'avons dit, du capitalisme, chargée de récupérer tout type de tendance décroissante. Récupération. La décroissance, ne devenant alors dans leurs propos ni plus ni moins qu'un argument économique, permettant de développer des activités lucratives censées l'éviter, précisément, cette décroissance, et permettre d'instaurer une croissance verte, c'est-à-dire en fait une décroissance marchande. Idée simple, numéro 3 dans notre classification. Cette idée de décroissance inéluctable, notre idée de décroissance inéluctable, elle se rapproche par contre de celle qui est véhiculée par les effondristes ou collapsologistes, quatrième idée simple dans notre nomenclature. Idée effondriste, c'est-à-dire selon laquelle la décroissance, c'est bien une résultante inéluctable du processus industriel, mais constituant la première phase plus ou moins rapide d'un effondrement sociétal également inéluctable, ce dont nous doutons. Et nous en doutons pour un certain nombre de raisons que nous aurons l'occasion d'exposer plus loin. Alors, afin de garantir la rigueur méthodologique de cet exposé, nous ne mentionnerons pas l'idée de la décroissance véhiculée par les représentants de l'oligocratie, à savoir que la décroissance n'est pour eux, ne serait pour eux qu'un accident de parcours, une simple altération de la croissance économique mesurée par une diminution du PIB, est devant être résolue au plus vite afin de reprendre le processus d'augmentation régulière du PIB. De ce point de vue, les années 1975, 1993, 2009 et 2020 ont été des périodes décroissantes. Cette interprétation de la décroissance par les maîtres du pouvoir est d'ailleurs parfaitement en phase avec leur interprétation de la résilience, ainsi que nous l'avons montré dans la chronique numéro 22 de la rubrique sur l'impasse politique, intitulée « Les chemins de la résilience ». Cette idée de la décroissance, émanant de zélateurs de la croissance, n'a donc pas sa place dans cette classification des différentes interprétations de la décroissance qui, elles, émanent de soi-disant contempteurs de la croissance. Vous avez donc bien compris que pour les théoriciens de la décroissance inéluctable que nous sommes, la définition de la décroissance sera très proche de celle donnée par Nicolas Georgescu-Roegen, en précisant bien que nous n'emploierons ce terme de décroissance essentiellement que pour désigner un état constatable ou un état constaté. Il paraît utile de préciser que même dans le cas où son emploi porterait sur le pronostic d'un état à survenir, il ne pourrait être confondu ou mélangé avec les éléments constitutifs de sa survenue. De fait, notre acception de la décroissance se rapproche de celle, il faut bien le dire, des effondristes.
à savoir que nous l'interprétons également comme une résultante inéluctable du processus industriel, mais à cette différence sensible que nous considérons qu'elle peut ou doit, cette décroissance, être encadrée par un nouveau système économico-politique susceptible d'éviter l'effondrement. Et nous soutenons l'idée que la décroissance n'est pas une idéologie, que ça n'est pas une philosophie, et que c'est encore moins une religion, mais que c'est une réalité prochaine, une évolution inéluctable quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir, évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas visible à l'œil nu par le citoyen ordinaire. Quant à la date de survenue de la phase visible de cette évolution inéluctable, elle est certes prochaine, mais elle dépend d'un certain nombre de facteurs et de ce fait, elle ne peut pas être fixée avec précision. En tant que théoriciens de la décroissance inéluctable, nous nous efforçons de démontrer, chiffres à l'appui, que le système de la croissance, ce système il est proche d'un état de banqueroute généralisé, c'est-à-dire d'une rupture fatale. En conclusion, nous affirmons et nous répétons que la question qui doit être posée n'est pas tant de savoir s'il faut être pour ou contre la décroissance, mais bien plutôt de savoir comment et sous quelle forme il va être possible de s'adapter au déclin inéluctable de notre système industriel, tout en évitant l'effondrement. Mais la décroissance, le mot décroissance, ce mot n'agit pas tout seul. Il est accompagné au quotidien par son bras aramé, le mot décroissant. Décroissant, c'est le participe présent du verbe décroître, ou plus significativement, un adjectif qualifiant celui qui décroît. Alors, dans la réalité, qu'est-ce que c'est qu'un décroissant dont on parle beaucoup? Ce décroissant dont on parle beaucoup, une première approche de sa définition nous conduirait ou nous conduit à la réponse simple que nous sommes tous décroissants. Nous sommes tous décroissants à partir de la fin de l'âge adulte, puisque à partir de cette date, nous commençons à amorcer le processus de dégradation progressive de nos cellules vitales, processus qui va nous conduire inéluctablement vers la mort. Donc, de ce point de vue, et c'est bien une évidence, nous sommes tous décroissants. Mais dans la pratique quotidienne de la circulation des idées, les mouvances idéologiques que nous avons énumérées sont parvenues, grâce à un hold-up sémantique, comparable d'ailleurs à celui perpétré par les écologistes sur le mot écologie, sont parvenus à s'accaparer ce terme pour le détourner de son sens initial et afin de pouvoir l'utiliser à leur profit. Telle enseigne d'ailleurs que le dictionnaire s'est récemment mis à jour en indiquant qu'un décroissant était un partisan de la décroissance. Ce qui nous ramène à la question initiale, qu'est-ce que c'est que la décroissance? Parce que de deux choses l'une. Soit la décroissance est inéluctable, et donc on ne peut pas être partisan de la décroissance. Ça n'a aucun sens. Peut-on être partisan du fait que le soleil doive se coucher à l'ouest? Soit la décroissance n'est pas inéluctable, ce qui veut dire que la croissance peut durer. Et alors les partisans de la décroissance sont ceux qui la souhaitent ou qui agissent pour la déclencher. Il ressort de ces deux considérations peu contestables que l'utilisation du mot décroissant, comme celui d'écologie, crée une confusion regrettable entre un élément objectif et un élément subjectif. De fait, nous pensons que le terme décroissant devrait être réservé à la désignation de quelque chose dont on peut constater objectivement la diminution. Et c'est, de même que pour le terme décroissance, notre définition,
celle que nous attachons à ce terme chaque fois que nous l'employons publiquement. Alors, comment dénommer ceux qui sont partisans de la décroissance, c'est-à-dire ceux qui appellent de leur vœu le déclin du PIB, ou bien qui agissent pour le faire décliner? Mais c'est là que les choses se compliquent singulièrement, parce que certains courants de pensée considèrent qu'il y a déclin du PIB et déclin du PIB. Dit plus clairement, certains autoproclamés décroissants estiment qu'un déclin du PIB qui surviendrait tout seul, c'est-à-dire sans être provoqué par leur action politique, ce déclin serait de mauvaise qualité. Et ils lui donnent un nom, ils l'appellent récession. Et donc, ce déclin, non provoqué par eux, ne serait donc pas de la décroissance. Alors qu'une diminution du PIB, qui serait provoquée par eux, par leur programme, par leurs soins, serait, elle, une diminution de bonne qualité et pourrait bénéficier de la dénomination labellisée décroissance. C'est ainsi que par la magie de la pensée, un critère objectif, la diminution du PIB, acquiert une dimension subjective, la manière dont ce PIB diminue. Résumons-nous. Certains autoproclamés décroissants ne décernent le titre de décroissant qu'à ceux qui agissent volontairement et consciemment pour tenter de faire diminuer le PIB. Eh bien, nous condamnons fermement cette attitude. On comprend dès lors toute la confusion et toute l'ambiguïté qui s'est instaurée autour de ce terme décroissant et autour d'autres termes connexes. Ainsi, nous avons pensé qu'afin de clarifier les débats, il fallait opter pour un certain nombre de qualifications et de requalifications que nous allons vous proposer ici. Premièrement, la décroissance est l'état objectivement constaté de quelque chose qui diminue. La croissance, c'est l'état objectivement constaté de quelque chose qui augmente. Un décroissant, c'est une personne dont les cellules vitales ont amorcé une dégradation progressive vers le vieillissement, puis vers la mort. Un décroissanciste, c'est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle diminue. Un décroissanphile, c'est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse diminuer. Un croissanciste, c'est une personne qui agit pour que le PIB de la société actuelle augmente. Un croissanphile est une personne qui aime l'idée que le PIB de la société actuelle puisse augmenter. Et enfin, un théoricien de la décroissance. Eh bien, un théoricien de la décroissance, c'est une personne qui démontre, à l'aide d'arguments scientifiques, que la société actuelle va inéluctablement décroître. Et enfin, pour terminer cette énumération, nous devons avouer que nous n'avons pas encore trouvé de terme pour désigner tous ceux qui approuvent et tous ceux qui entérinent les arguments des théoriciens de la décroissance inéluctable que nous sommes. Seule décroissance recevable, seule interprétation du terme décroissance recevable, répétons-le, mais nous ne désespérons pas d'en trouver un, à moins que leur nombre allant sans cesse grandissant, cette quête devienne tout simplement inutile et que nous puissions les dénommer des citoyens, tout simplement. Voici donc le terme de cette série de 6 chroniques sur le thème de la décroissance inéluctable. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à mardi prochain où nous débuterons une nouvelle série sur le thème de la démocratie directe. À bientôt.